Tu dis j'appuie où là? Ici? Les frangins sont pas tous gâteux, mais il y en a. Salut à tous, on est jeudi le 17 avril 2025 et c'est la sortie du jeu Indiana Jones sur PS5. Je sais, ça n'a rien à voir avec le propos d'aujourd'hui, puisqu'on parle d'un podcast maçonnique, mais je tenais à le mentionner quand même, parce que moi, à titre personnel, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis, comme d'habitude, avec Cédric. Salut Cédric, comment vas-tu Cédric? Salut Ludos, ça va bien? Bon écoute, ça va, puisque comme je viens de le mentionner, un de mes jeux super attendus vient de sortir sur PS5, je l'ai déjà téléchargé ce matin, donc je vais pouvoir y jouer juste après. Non, c'est pas vrai, je vais aller au travail. J'y jouerai peut-être ce soir. Mais voilà, ça me fait très Il y plaisir. a un petit lien avec le sujet aujourd'hui. Il y a un petit lien avec le sujet, c'est puisque vrai. dans le Indiana Jones, il y a le temple maudit, le C'est deuxième vrai, de c'est la vrai. saga, je crois. Alors aujourd'hui, on parle de temple, c'est une bonne manière de faire le lien. T'as vu un peu, c'est ça, tout l'art d'être un bon podcasteur, c'est de trouver des bonnes intros, tu vois, qui justifient le sujet par des petits aléas de la vie comme ça. J'aime beaucoup. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler du temple. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur avec Cédric parce que ça fait partie aussi de conversations qu'on a en ce moment au sein de notre loge qui réfléchit à la possibilité de migrer vers un nouveau temple. Et voilà, on s'était dit que ça pourrait être intéressant d'en parler. Et donc on en a fait le sujet du jour. Mais avant de démarrer, je tenais encore une fois à remercier tous les auditeurs qui nous suivent ici et là, ici étant sur Spotify et Apple Podcast et là étant sur YouTube. Toujours plus d'abonnés, ça fait vraiment plaisir. On est presque aux 1500 downloads d'épisodes sur le format audio et on les a largement dépassés déjà sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à venir aussi laisser des commentaires sur YouTube en particulier si vous voulez réagir sur les bêtises qu'on raconte avec Cédric tous les jeudis et ou nous donner vos avis et puis proposer aussi des sujets, ça peut être intéressant. Et puis vous pouvez aussi rejoindre le Discord dont je mettrai le lien dans les commentaires de l'épisode sur lequel on peut aussi discuter entre profanes et entre maçons. On a des sections réservées aussi pour les frères et sœurs. Donc voilà, venez faire un tour. Ça nous fera très très plaisir de faire grandir un petit peu cette communauté autour du podcast. Voilà. Alors Cédric, sautons à pieds joints dans le sujet du jour qui est donc, comme tu l'as indiqué, le temple. Et j'aimerais commencer par te poser une question simple. Quel est le premier temple que tu as vu? Quelle est la première fois que tu as vu un temple? Je me posais cette question ce matin juste avant de démarrer. Est-ce que tu avais vu un temple maçonnique avant ton initiation? Eh bien, j'avais vu simplement des temples maçonniques dans des photographies, alors soit sur le web, soit dans des magazines. Et je n'avais jamais mis les pieds dans un temple. Donc, j'avais jamais été, par exemple, invité à une tenue blanche qui aurait pu être ouverte à des profanes pour participer à un colloque, un débat. Le premier temple que j'ai vu, c'est celui que j'ai vu lorsqu'on a soulevé le bandeau. Et c'est le seul. Voilà, j'en ai pas vu d'autres. Je voulais me figurer un petit peu, tu sais, comme quand tu vas t'acheter, je sais pas, une nouvelle tondeuse, une nouvelle cafetière, tu regardes sur internet des cafetières, des photos, à voir à quoi ça ressemble. Donc j'avais fait un peu la même chose pour le temps, pour savoir où est-ce que j'allais me rendre. Mais j'en avais jamais vu. Jamais. Peut-être que toi, t'en avais vu avant. Moi, j'en avais vu quelques-uns avant parce que j'avais été assister à quelques conférences publiques au siège du Grand Tour de France à Paris, la rue Cadet, par curiosité comme ça. Donc effectivement, j'en avais vu. Alors le temple de la rue Cadet dans lequel ils font les conférences, c'était le temple Groussier. Moi, c'est un des plus grands, si c'est pas le plus grand là-bas. Je pense que c'est le plus grand là-bas. Alors ça donne pas forcément une idée très réaliste de ce qu'est un temple maçonnique après, parce que là, on se retrouve dans une salle qui est super grande, et super décorée, etc. Mais ça reste un temple dans lequel peut avoir lieu des tenues, donc il garde quand même la configuration d'un temple tel qu'on connaît une fois qu'on est rentré en maçonnerie. Donc voilà, c'était pas complètement nouveau pour moi, mais effectivement un temple normal de size, pardon, je parle en anglais, de taille normale, comme on voit dans la plupart des loges dans les différentes villes. Ça, c'est arrivé effectivement quand j'ai commencé à rentrer en maçonnerie aussi. Et du coup, quel a été ton premier ressenti quand on t'a enlevé le bandeau, puisque c'est comme ça que ça se passe, hein, lors de l'initiation, on rentre, on fait une cérémonie, on a un bandeau sur les yeux, puis à un moment donné, on enlève le bandeau. Alors, on va pas tout dévoiler, mais c'est la première fois effectivement que tu vois le temple. Alors, on va juste se focaliser sur le temple. Qu'est-ce que ça t'a évoqué la première fois que t'as posé tes yeux sur ce temple?
Eh bien, écoute, la première fois que j'ai vu le temple, pour faire un petit peu un rapprochement avec ce que tu dis lorsque tu as visité sur la rue Cadet, moi, les photos que j'avais vues de temple, c'est un petit peu comme si j'avais voulu savoir ce que c'est qu'un opéra, puis que j'avais regardé les photos de l'Opéra de Paris, par exemple. Ouais. Et que je me retrouvais dans une salle des fêtes à Gif-sur-Yvette pour écouter un petit quatuor. Si tu veux, il y a une différence. Donc, j'avais vu des beaux temples, et puis je me suis retrouvé dans un temple qui était bien, qui était un temple avec tous les symboles, mais qui était un petit peu fait de bric-à-broc là. C'était un petit Mhm. peu un petit peu faites votre temple vous-même. Et j'ai bien aimé ce temple-là parce que il avait l'air d'un temple où tout le monde avait contribué, fabriqué des choses, amener ses petites affaires, un petit Authentique, peu comme quoi. quand on fait un Authentique. pique-nique dans un Ouais, parc c'est ça. authentique, ouais, pas un truc. Il y avait pas un décorateur d'intérieur de temple qui est venu puis qui nous a Ouais. fait un truc. Voilà. Alors, tout n'est peut-être pas exactement comme il faudrait, mais il y a tout ce qu'il faut en tout cas pour faire des belles tenues. Donc c'est ça que j'ai eu comme première impression. Et pour finir sur ta question, l'odeur aussi, puisque lors de mon initiation, il y avait des choses qui ont brûlé et j'étais très très marqué par les odeurs. Et donc en fait, mon temple pour moi, il a une odeur et Ah ouais. je la reconnais quand je viens. Ouais, j'ai en mémoire l'odeur de mon temple. Ah, c'est rigolo ça. L'odeur, Ouais. l'odeur des Je me dis, bougies et de tous les trucs qu'on fait brûler, ouais, puisqu'on fait brûler énormément de choses. Non, je rigole. Là, c'est oui, juste pour donner un peu à ouais, manger c'est ça. à tous les Même complotistes des qui nous gens. écoutent. On fait brûler des bébés. Non, c'est pas vrai. Ça sent pas le Ouais. cochon grillé quand on rentre. On fait parfois un méchoui, mais c'est seulement pour le barbecue de l'été, ça, mais c'est autre chose. Ouais, c'est rigolo ça. C'est intéressant. Moi, des temples, j'ai plusieurs histoires intéressantes avec les temples. Je vais pas tout donner d'un coup. On va répartir ça, mais c'est pour ça que je suis content qu'on parle de temples parce que moi, mon premier temple, alors le tout premier temple dans lequel j'ai été initié, c'était un temple qu'on louait. Donc j'étais initié à Londres, pour ceux qui ont suivi la saison 1 du podcast, l'épisode 2 ou 3 dans lequel je raconte ma vie. J'ai été initié à Londres, dans une loge qui s'appelle la loge Hiram. Et le jour de l'initiation, on était dans un temple, un vrai temple, un beau temple qu'on louait à l'époque aux droits humains dans une ville qui s'appelle Surbiton. Et tout de suite après, donc 2 semaines plus tard, on a fait notre tenue normale et là on n'était plus dans un temple. On était dans une salle de réunion qu'on transformait en temple. Et ça m'a énormément plu parce que comme ma loge était en Angleterre, mais une loge du Grand Orient de France, et comme vous le savez, le Grand Orient de France en Angleterre, c'est pas très compatible avec la maçonnerie locale, puisque la maçonnerie de Londres, c'est une maçonnerie dite régulière qui reconnaît pas les maçonneries libérales et adogmatiques, comme on dit. Et du coup, c'est très difficile pour nous de trouver des temples à louer. Ils veulent pas, simplement quand on dit qu'on est du Grand Orient de France, ils nous envoient péter, quoi. Donc à l'époque, il fallait qu'on trouve d'autres lieux pour se réunir. Et on avait une petite valise à roulettes, type tu sais, valise que t'emmènes dans l'avion quand tu pars en voyage. Et à l'intérieur, on avait tout ce qu'il fallait pour fabriquer un temple. Alors on avait alors c'est dans un temple, pour ceux qui nous écoutent, si vous regardez des photos de temples maçonniques, vous verrez qu'il y a des points communs dans tous les temples. C'est une forme particulière déjà, normalement c'est rectangulaire. Enfin d'ailleurs c'est un carré long comme on dit. Et puis après on a des chaises qu'on met en ligne comme ça. Et puis après on doit mettre des choses sur les murs. On a une lettre J, on a une lettre B, on a un soleil, on a une lune, on a un delta, donc une sorte de triangle avec un œil au milieu. Et puis au milieu on a ce qu'on appelle un pavé mosaïque, et un peu comme une une section aussi rectangulaire avec des carrés noirs et blancs qui sont les uns à côté des autres comme ça. Et dessus, on met ce qu'on appelle un tableau de loge, qui est une autre feuille ou alors un tableau ou n'importe quoi, un tapis avec des symboles dessus. Et toutes ces choses-là qui constituent les symboles qu'on trouve dans une loge maçonnique en général, on les avait nous dans une petite valise et on les collait sur les murs, on les posait par terre. C'était des impressions sur des papiers de couleur, c'était des choses qui étaient cousues, c'était des choses comme ça. Et donc on fabriquait notre temple au début de la tenue. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu en comparaison à rentrer dans un temple qui était tout prêt, tout beau, tout préparé à l'avance, quoi, immuable. Là, on avait vraiment un côté temple éphémère qui, pour moi, faisait écho à ce que j'avais lu sur l'histoire de la maçonnerie qui se réunissait dans les arrière-salles des tavernes à l'époque en traçant à la craie deux, trois trucs sur le mur et sur le sol. Donc ça, c'était rigolo. Voilà, je voulais partager cette petite anecdote dont j'avais déjà parlé, je crois, parce que ça fait très très écho au sujet du jour sur le temple.
Un temple mobile alors. Un temple mobile, tout à fait. Mais c'est vachement pratique parce que... Un temple mobile. On l'emmène partout. C'est rigolo, mais c'est très pratique quand même. Je trouve que c'est très pratique. Alors pour en revenir à ton ressenti, Cédric, je sais que t'es pas croyant non plus, tu crois pas en Dieu, mais tu visites des églises. Alors je voulais savoir si ton rapport au temple maçonnique était le même. T'avais évoqué la même chose que quand tu visites des églises, ou s'il y avait des différences, ou si comment tu mettrais les deux en parallèle? Alors, les deux en parallèle. Alors, je suis pas croyant, mais je suis de moins en moins pas croyant, bizarrement. Par contre, je sais pas à quoi je crois, mais je suis de moins en moins pas croyant. Alors, si je suis de moins en moins pas croyant, ça veut dire que je suis de plus en plus quelque chose. Bah J'ai ouais. pas encore trouvé ce que je suis de plus en plus. Mais effectivement, j'aime bien les églises. Et alors, la question, c'est est-ce que c'est comparable à entrer dans une église, de rentrer dans un temple, quand on n'a pas, pour l'église, les repères religieux? J'ai visité des églises avec des gens qui connaissent tout, qui peuvent expliquer tout, chaque pierre, pourquoi elle est là, chaque symbole, qu'est-ce qu'il représente. Et c'est vrai que lorsqu'on rentre dans une église, ben, on comprend pas tout. Ouais. Ça peut être au niveau de la théologie, de l'histoire, des représentations, des vitraux, de la disposition. Et c'est vrai que lorsqu'on rentre dans le temple, on peut avoir ce même sentiment. J'ai eu les mêmes impressions, effectivement. Quand on rentre dans le temple la première fois, ben, on comprend pas tout. Ouais. Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut ressentir quelque chose même si on ne comprend pas encore ce qu'on voit? Je veux dire, dans une église, un non-croyant admire les vitraux. Dans une loge, un profane admire le damier. Ouais. C'est un petit peu à chacun son patchwork mystique, j'ai envie de dire. Et donc, c'est la même impression que j'ai, c'est le même sentiment. Et quand je parlais tout à l'heure des odeurs, Ouais. moi, dans les églises aussi, j'ai les odeurs. Je suis très marqué par l'odeur des vieux bois, des vieilles pierres, Mhm. par cette espèce, un petit peu comme les vieilles maisons antiques qu'on Ouais. peut visiter, comme les châteaux. Et c'est quelque chose qui c'est comme s'il y avait une trace olfactive qui avait été laissée là par les anciens. Pas simplement des symboles visuels, mais il y a aussi Ouais. l'odeur qui va avec. Alors, moi, j'ai eu la même chose, puisque j'en parlais tout à l'heure avec la première fois que j'étais entré dans un temple. Et par contre, je dois dire quelque chose. Je trouve qu'on est idiot dans notre temple. Et je veux dire pourquoi. Vas-y. Et une question que je me suis posée, puis que j'ai posée en loge, mais je me trouve vraiment très idiot. Parce que souvent j'ai entendu, et à juste titre, que les maçons, au travers des siècles, étaient pourchassés, étaient en danger, et que lorsqu'ils se réunissaient, ils pouvaient se faire envahir. C'est d'ailleurs pourquoi on a un couvreur Ouais. à la porte qui est avec une épée. Et en fait, dans le temple, il y a une entrée qui est aussi la sortie. Et n'importe qui connaît un peu des principes de sécurité va te dire, bah en fait, il faut toujours une sortie de secours quand on se met quelque part. Et quand on est des gens, un groupe de personnes qui pourraient être à travers l'histoire, les époques, pourchassées et en danger, pourquoi est-ce que on met juste une entrée qui est aussi la sortie et qu'il n'y a aucun autre moyen de sortir que par l'entrée? C'est vrai que c'est un peu couillon quand on y pense. C'est un peu couillon parce qu'on est voilà, donc c'est-à-dire, si on est en danger, il faut mettre une sortie de secours. Ouais. Même chez moi, dans ma maison, j'ai une sortie de secours et c'est pas un temple. Donc Ouais. pourquoi dans le temple, là où je serais plus en danger, normalement, historiquement, pourquoi est-ce que j'ai pas une sortie de secours? Ouais. Est-ce que toi, tu aurais une idée là-dessus? J'ai pas d'idée là-dessus sur le pourquoi il n'y a pas de sortie de secours, mais par contre, je peux dire que la plupart des temples que j'ai visités, n'avaient pas de sortie de secours. C'est-à-dire que Ouais. si j'y réfléchis, quand je réfléchis, la majorité des temples dans lesquels je me suis réuni en tenue n'avaient pas de sortie de secours. C'est-à-dire que l'entrée était effectivement aussi la sortie. Alors souvent c'était une salle dans un bâtiment. Le bâtiment entier lui-même pouvait avoir des sorties de secours, mais si on considère que le bâtiment a Oui. été envahi et que le temple lui-même est celui qui est sous siège, eh bien le temple n'avait qu'une seule porte et c'était la porte d'entrée, effectivement. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir à ce Alors dans ce niveau-là. cas-là, faut faire super confiance à son couvreur. Ça veut dire qu'il faut prendre un couvreur qui est bien armé, qui connaît les arts martiaux. Exact. Voilà, donc c'était juste une petite une réflexion sur le temple. Nous, on avait initié cette Chuck entrée, Norris. cette sortie De de toute secours. façon, Chuck Norris était notre couvreur, donc on sait qu'on était, on était bien. Pour revenir à ce qu'on disait quand on parle Toute sécurité. d'église, les symboles qu'on a dans une église. Alors effectivement, on les connaît pas forcément en profondeur quand on n'est pas croyant et qu'on va pas faire d'études bibliques, etc. Mais j'ai quand même l'impression que on les enseigne un petit peu. Les symboles qu'on voit dans une église, on les connaît quand on est enfant parce qu'on en parle à l'école, parce que
Eh bien, parce qu'en France, par exemple, on est quand même issu d'une culture judéo-chrétienne, comme on dit, donc on est plus ou moins familier quand même avec certains concepts hein, dans une église. On sait quand même qu'une croix, ça représente quelque chose, on sait reconnaître un autel, on comprend les cierges, on voit les bancs, on voit les vitraux, on comprend un petit peu ce qui se passe sur les vitraux, on connaît des idées je sais pas moi, de paradis, d'enfer, de porter sa croix, etc. Quand on a toute l'histoire biblique à raconter sur les murs de diverses façons. Donc j'ai l'impression qu'on baigne quand même un petit peu par un enseignement dit naturel qui fait partie des choses qu'on apprend à l'école ou qu'on lit dans les livres ou qu'on voit à la télévision. On baigne un peu dans ces symboles. Ce qui n'est pas le cas pour les symboles maçonniques, qui eux restent complètement réservés aux maçons ou à ceux qui s'intéressent à la franc-maçonnerie. Il n'y a pas de porosité entre les symboles maçonniques et la vie de tous les jours comme il pourrait y en avoir entre les symboles chrétiens. Et donc j'ai l'impression, moi, en ce qui me concerne, que on est quand même plus à même de comprendre un peu plus ce qui se passe quand on va visiter une église, une abbaye, une cathédrale, une basilique, quelque chose comme ça, que quand on ouvre les yeux pour la première fois dans un temple maçonnique, tu crois pas? Alors, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens, tu utilises beaucoup le mot quand on visite. C'est-à-dire quand on visite une église, et une église, c'est aussi un lieu de vie où il y a des cérémonies. Donc, j'ajouterais à ce que tu dis, quand on visite une église qui est en pleine cérémonie, alors mettons la messe, effectivement, on voit les officiers, le personnel qui s'occupe de la messe, le curé, etc., qui procèdent et qui habitent le lieu, qui pratiquent le lieu. Et ça peut apporter donc aussi un éclairage, dans le sens où on l'a vu peut-être en vrai un jour, peut-être qu'on a assisté à une messe, et on l'a vu aussi dans des films. On l'a vu il y a plein de films où il y a des scènes qui se passent dans les églises, les enterrements, les mariages, les baptêmes, donc on comprend le principe. Il y a beaucoup moins de films, par exemple, où ça se passe dans un temple maçonnique. Donc on a aussi, au niveau de la culture, effectivement, comme tu dis, l'école, mais on a aussi tout ce qui est littérature, cinéma, etc. Et là, on parle de visite d'un temple et de symboles, mais je voudrais moi aussi poser la question, si quelqu'un visitait un temple, mais qu'il y voyait les maçons dans ce temple, donc il verrait des personnes habillées de manière très codifiée, portant des tabliers, gants, des corps colorés, des colliers, des bijoux, il apercevrait des symboles qu'il comprendrait pas immédiatement. Alors je pense à nos compas, équerres, colonnes, etc. Je crois, moi, surtout, ce qui pourrait le surprendre plus que ce qu'il voit, c'est ce qu'il pourrait ressentir. Je parle du silence, je parle du rituel, des déplacements précis, des prises de parole qu'il n'aurait probablement pas l'habitude de retrouver à l'extérieur. Alors bien sûr, il aurait assisté à des conférences, à des messes, à des je sais pas quoi, où il faut se taire, il faut écouter. Mais je crois que en plus de nos décors, de nos codes, c'est aussi le rituel et l'organisation qui pourraient le surprendre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il faudrait il faudrait un jour qu'on fasse l'expérience, hein, qu'on fasse une tenue ouverte avec un rituel pour ensuite avoir comment on dit, des avis un peu partagés, des retours sur expérience. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas donné de faire très souvent, donc c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on visite une loge en mode tenue blanche ouverte, il n'y a pas le rituel qui va avec. Il y a le temple qui est là, bien sûr, mais c'est vrai que parfois même il est plus ou moins aménagé et puis on met pas la partie rituelle. Donc le tout, on retire le tout est peu perceptible. Le tout est uniquement réservé à ceux qui sont maçons. D'ailleurs, c'est pas qu'il y ait des choses particulières, c'est juste que c'est comme ça. C'est intéressant. Mais pour les, il y a aussi il y a aussi l'idée que c'est-à-dire que moi, par exemple, dans les églises, je ressens pas tout. Enfin, je comprends pas tout, mais je ressens. Donc, l'idée que je veux partager avec vous, puis peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, évidemment, c'est que je crois qu'on peut rentrer dans une église comme dans un temple maçonnique, on peut ressentir sans comprendre. C'est-à-dire que l'émotion qu'on peut avoir n'attend pas la connaissance. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, moi, quand je suis rentré dans le temple. C'est ce qui m'arrive quand je rentre dans des lieux, églises, alors pas forcément des lieux religieux, ça peut être un vieux bâtiment, ça peut être un vieux moulin que je vais visiter, n'importe quoi, mais il y a l'émotion, ça n'attend pas la connaissance, qu'on m'explique tout dedans. Et on peut déjà ressentir. Et c'est ce qui me plaît quand je rentre dans ce type de lieu un peu sacré.
Mais c'est ça, tu mets le doigt dessus quand tu mets le mot sacré, parce que c'est sacré. Et même si on parle d'une Oui. maçonnerie libérale, dogmatique, ça n'a rien à voir avec le mot sacré. Sacré, ça peut quand même s'appliquer même dans le cas d'une loge très laïque. Ce que je trouve très intéressant dans le concept, et c'est aussi ce qui m'a beaucoup parlé moi, c'est ça, c'est le côté, on arrive dans un endroit qui est sacré, ce qui va dire que ça va nous amener à la réflexion, ça va nous amener euh, peut-être même à la méditation. Et je peux ressentir ça dans une église aussi. Je peux ressentir ce calme du lieu qui, du coup, amène un calme intérieur qui peut être propice au recueillement, qui peut être propice à la réflexion, etc. Mais par contre, pour moi, il y aura toujours un problème avec les églises ou les cathédrales ou tous les édifices religieux, dans le sens où, n'étant pas religieux et ayant une petite aversion pour le côté politique et contrôlant des religions, je pourrais pas m'associer à ce principe et m'ouvrir complètement. Donc c'est pour ça que j'emploie le mot visite, parce que pour moi, je visite, c'est pas chez moi. Quand je rentre dans une église, je peux apprécier le lieu, j'apprécie l'architecture, le silence, les odeurs, les couleurs, mais il y a une distance qui est créée par le fait que je suis dans un établissement religieux. Tandis que quand je suis dans un temple maçonnique, et dès la première fois où j'ai été dans un temple maçonnique, ça m'a apporté les points positifs d'un lieu de recueillement, d'un lieu sacré, sans les problèmes que j'ai personnellement avec tout ce qui touche aux religions. Parce que, encore une fois, comme on n'a pas de dogme, on n'a pas de façon de penser, on est libre, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc c'est un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Ça m'amène le côté sacré, recueillement, calme, et ça ne m'oblige pas à suivre un dogme, des préceptes ou une forme d'obligation. Si ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. Je t'avouerais que j'y vois quand même du dogme chez nous. Je sais bien qu'on dit qu'on est adogmatique, Ah ouais? mais je pense à... ouais, oui, parce que je me souviens d'une tenue, ben, je crois que c'est la dernière, ou sinon l'avant-dernière. Ouais. On a un frère dans la loge qui est très imprégné de Jésus-Christ, et qui régulièrement, en prenant la parole, peut dire le Maître Jésus, notre Maître Mhm. Jésus, etc. Alors, c'est même si le décor ne se prête pas à ça, c'est vrai qu'il l'amène dans le temple. Ouais. Moi, ça me dérange pas parce que chacun amène ce qu'il veut. Par contre, je trouve qu'on a quand même une forme de dogme. Moi-même, parfois, j'amène ma forme de dogme à moi, pas religieux parce que je le suis pas, Ouais. mais sur certains sujets, sur certains principes, j'apporte une forme de dogme. Alors, je, comment dire, je trouve ça parfois, c'est l'espoir, c'est le projet d'être adogmatique, mais je crois que c'est un objectif qu'on n'atteindra jamais. C'est pas grave, l'idée c'est de le poursuivre. Ouais. Et c'est vrai que même si dans le temple, les symboles ne sont pas là pour imposer un dogme, tout le monde ramène son petit bout de dogme dans le temple. Je trouve pas ça trop grave là, mais j'ai quand même ressenti moi beaucoup de religion dans notre temple qui se veut normalement pas religieux. Oui, parce qu'on amène des pierres, chacun amène sa pierre, donc en Ouais, fonction de sa sensibilité, chacun va pouvoir amener la pierre qui lui convient le mieux, mais dans la ouais. mesure où à aucun moment on va demander tous en groupe de suivre une certaine vérité qui serait annoncée, je pense qu'on arrive quand même à s'éloigner du dogme. Je pense qu'on n'est pas dans quelque chose de dogmatique dans le sens où chacun amène sa pierre, comme on dit, et donc on n'a pas une vérité partagée, imposée à tous. C'est comme ça que je dirais qu'on reste quand même à l'abri du dogme. S'il y a quelque chose de dogmatique en maçonnerie, ce serait ce qui a trait au rituel, où on est plus ou moins censé être obligé de le respecter, mais on est plus dans la forme que dans le fond. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression en maçonnerie qu'on m'est imposé de penser d'une certaine façon ou de croire certaines choses. Et c'est en cela que je dirais que il n'y a Hum, pas vraiment de dogme. Après que Il chacun ait envie de y a pas partager, vraiment de dogme. que chacun ait envie de partager un peu leur sensibilité, moi ça me dérange pas. Oui, ça c'est que chacun partage sa sensibilité. Ben, c'est pour ça que j'y vais, pour entendre les sensibilités des uns et des autres.
Mais c'est vrai que dans notre temple, comme dans une église, j'ai déjà entendu des prises de parole qui disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais. Ce qu'on fait dans une église, hein, on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'ai entendu ça à la suite de planches. Ouais, c'est vrai. Ça c'est conforme, ça c'est pas conforme, ça il faut le faire comme ci, ça il faut le faire comme ça. Ouais. Donc même si on n'est pas un endroit religieux, adogmatique, on a quand même, probablement parce que c'est, comme tu dis, c'est en nous, puis qu'on apporte nos pierres, on a quand même parfois ce désir d'établir un dogme, de suivre quand même un petit quelque chose, et puis de le mettre dans notre temple. Moi, ça me dérange pas plus que ça, parce qu'on est des hommes imparfaits et des femmes imparfaites, donc je vis avec et je vis bien avec. Simplement, on a ça en commun, malgré tout, avec les églises, c'est qu'il y en a qui veulent imposer des choses, ouais. des manières de faire, des manières de penser. Ouais. Et d'ailleurs, on en avait parlé, et là je sors un petit peu du sujet, mais on a reçu des consignes de vote, par exemple, aux dernières élections, de la part du Grand Orient. Bon, je sais que dans les temples religieux, ils reçoivent aussi des consignes de vote. Donc on a ça en commun. Voilà. Donc c'est. Et alors, quelque chose justement. Aujourd'hui, on a un temple, nous, on est organisé, etc. On va déménager peut-être bientôt, on ne sait pas encore. Ouais. Avant, un petit peu comme toi en Angleterre, les loges se réunissaient aussi dans des auberges, dans des salles communales à ciel ouvert dans la forêt. Donc, si on est capable d'emmener son temple partout, d'établir un temple partout, qu'est-ce que ça serait est-ce qu'un temple est forcément physique finalement? Est-ce qu'un temple, c'est pas juste l'idée, c'est pas juste notre rituel, nos processus, pour parler un peu 21e siècle? Est-ce que c'est pas ça notre temple aussi, et pas simplement un lieu, des décors? Est-ce que c'est pas juste tout est symbolique? Pour moi, si. Pour moi, le temple est symbolique. Mais parce que, comme je disais, j'ai été élevé avec ce temple nomade là qu'on peut monter en 10 minutes. Mais je pense que fondamentalement, le temple n'existe que dans notre imagination le temps de la tenue. Et il peut se monter comme il peut se démonter. Il peut s'installer dans mon salon comme il peut s'installer dans une salle extrêmement décorée et richement décorée. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Je sais pas. Je pense que ça peut être pratique de pouvoir monter un temple n'importe où. Et je pense aussi que c'est un petit peu orgueilleux et égotique de vouloir avoir un temple très très beau d'un autre côté. Mais je réfléchissais à ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'ailleurs, c'est une des questions à laquelle on réfléchit cette année dans notre loge. Et il y a quand même plusieurs choses qui sont intéressantes de voir. Par exemple, oui, en Angleterre, les premières loges se réunissaient à l'arrière-salle de taverne en traçant à la craie des symboles sur le mur et sur le sol. Pourtant, aujourd'hui, si vous allez sur Internet et vous cherchez le grand temple de la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui est installé du côté de Holborn dans ce grand bâtiment blanc, vous allez voir, c'est un temple qui peut accueillir, je crois, 1500 personnes, avec des mosaïques au plafond, des dorures partout. C'est super prestigieux, une porte énorme pour rentrer. Quand je dis énorme, c'est énorme pour rentrer. Extrêmement lourde, extrêmement bien balancée pour pouvoir l'ouvrir sans difficulté. J'ai visité ce temple, c'est saisissant. C'est saisissant tellement c'est riche. Et là, on est à l'opposé même de la maçonnerie d'origine et des temples d'origine. J'ai un autre exemple qui me vient en tête, c'est le temple de l'hôtel Andaz à Londres, qui est un temple qui était resté caché pendant la guerre. Vous savez que pendant la guerre, la maçonnerie avait été un petit peu traquée, et donc il y a beaucoup de personnes qui se sont cachées, etc. Et ce temple avait été emmuré. Ils avaient construit un mur pour cacher le temple. Et c'est seulement plus tard, lors de rénovation dans l'hôtel, qu'ils ont découvert en cassant le mur qu'il y avait un temple maçonnique derrière. Et ce temple, il est fait de marbre, il est fait de bois, il est fait de dorures au plafond, etc. Pareil, vous pouvez aller chercher sur Internet le temple de l'hôtel Andaz. Et j'y suis allé, j'ai fait des tenues là-bas. Je peux vous dire qu'on est très très mal assis, par contre on a vraiment mal aux fesses. Mais le temple est extrêmement riche en histoire et ça amène quelque chose. C'est vrai que quand on est assis dans un temple fait de marbre, avec des dorures partout, des grands bancs, des grandes chaises en bois sculptées, et qu'on nous dit que ce temple a été caché, et qu'on l'a redécouvert par hasard, que c'était un secret, machin, etc. Et ben, ça amène quelque chose à la tenue. Il y a quand même un côté très particulier qu'on n'a pas forcément quand on est avec 3 bouts de ficelle collés sur le mur d'une salle de réunion avec du blue tack. Je le reconnais.
Donc la vérité est quand même se situe un petit peu entre les deux, je pense. Je pense que il y a du pour et il y a du pas nécessaire. Voilà comment je le dirais. Il n'y a pas du contre, mais il y a du pas forcément nécessaire. Mais quand même, quand on peut en faire l'expérience une fois ou deux, ça en jette, quoi. Tu vois, ça a de la gueule, comme on pourrait dire. Et c'est vrai que ça peut se ressentir quand même sur la qualité de la tenue et de l'égrégore qui se passe. Je sais pas, t'en penses quoi, toi? T'as besoin d'un temple pour vivre ta tenue? Eh bien, moi, je voudrais... Oui, je sais pas, parce que j'ai jamais fait une tenue hors du temple dans lequel j'ai été initié. Par contre, c'est quelque chose dont je parlais avec mon épouse dernièrement. On parlait des musulmans et de leur mosquée. Ouais. Il y a des très très belles mosquées, très très somptueuses, mais il y a aussi énormément de mosquées qui sont juste des salles. Il y en a une à côté de chez moi, à côté du parc, et c'est avant. Alors avant, c'était, je crois que c'était une espèce de magasin ou c'était une crèche, quelque chose comme ça, un endroit où on pouvait, quelque chose. Je crois que c'était une crèche. Et la crèche a fermé et ça a été récupéré pour faire une mosquée. Et le bâtiment, il est simple, il est basique. Ils vont pratiquer leur culte là-bas, se retrouver, faire ce qu'ils ont à faire, et ils sont pas comme les catholiques à dire moi pour aller faire mon culte, il me faut une église, un clocher, des voûtes, des vitraux, etc. Dans le sens, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'ils sont plus astucieux, parce que s'ils ont besoin de faire quelque chose quelque part, ils vont prendre le lieu, ils vont dire c'est le lieu, on va le sacraliser comme on peut. Alors je connais pas leur rituel, donc je pourrais pas dire ça, mais on le voit aussi parfois aux informations, tu sais, quand on nous montre des églises ou quand on nous montre des mosquées, et je trouve ils ont un côté pratique, ils ont un côté très pratique, dans le sens avant de pouvoir faire leur culte, ils ont juste besoin d'installer 2-3 choses, tandis que les catholiques, il y a des églises, quand il faut refaire les toitures, au secours, il faut du budget, enfin ça fuit de partout, il faut des tailleurs de pierre spécialisés et compagnie. Donc je trouve que leur côté pratique, leur côté on va se débrouiller, et je crois qu'on devrait s'en inspirer, parce que plus efficace. Ouais, c'est efficace, c'est efficace. Et alors, bien sûr, hein, c'est comme tout le monde. Quand on fait quelque chose, on préfère que le lieu soit formidable, adapté, etc. Mais si le lieu, il l'est pas, on va faire en sorte que il y a le minimum, et puis qu'on puisse pratiquer le rituel, le rite, ce qu'on a à y faire. Et je crois que ça me fait penser à une fois un ami qui était photographe et qui parlait avec un autre ami qui était graphiste. L'ami graphiste disait j'ai pas d'argent pour m'acheter ceci, la tablette qu'il faut, l'ordinateur, etc., etc. Et mon ami photographe lui disait t'as qu'à prendre un papier et un crayon, t'es graphiste, t'as qu'à commencer avec ça. Il disait mais c'est pas possible, etc. Et toi, est-ce que t'accepterais de faire des photos si t'as pas le super appareil photo? Et mon ami photographe lui a répondu mais moi, si j'ai un appareil photo jetable, je vais faire des photos. Au minimum, je peux faire des photos. Je crois qu'il y a une forme de minimalisme qu'on devrait peut-être y penser des fois. Voilà, parce que c'est mon idée avec le temple. Là. Ton idée de temple mobile, j'achète beaucoup ça, moi. Faudrait qu'on essaye un jour, qu'on aille se réunir ailleurs pour voir si ça donne le même effet avec les membres de notre loge. Et puis voir si l'égrégore fonctionne, tu vois, si on peut ressentir, tu vois, l'égrégore pour nos auditeurs, c'est une notion qu'on utilise souvent en maçonnerie qui c'est un peu difficile d'expliquer. C'est cette espèce de sensation que tout fonctionne bien, que tout est harmonieux, que tout est plaisant, que ça nous ressource, que ça nous amène quelque chose. Vous savez, cette espèce de sensation de bien-être parce que tout semble parfait et réglé comme il faut, et qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent. C'est ce qu'on va caractériser par le mot égrégore. Et pour certains, le temple est nécessaire à l'expérience de cet égrégore. Tandis que moi, à titre personnel, je peux témoigner que j'ai déjà vécu des moments maçonniques extrêmement forts, extrêmement puissants, sans qu'il y ait eu besoin de se réunir dans un temple fait de marbre et de dorure, comme je l'évoquais tout à l'heure, parce que pour moi, l'égrégore vient des gens qui sont là, et des rapports entre ces gens, et de l'ouverture d'esprit, et de comment dire, du respect, et peut-être même du fait de se livrer un petit peu aux autres. C'est de là que va venir cet égrégore, plus que par la quantité de dorure que tu vas avoir sur les murs. Tu en penses quoi, toi, de l'égrégore, Cédric? T'as besoin d'un temps pour ressentir ça? Écoute, moi, l'égrégore, je la vois comme une forme d'énergie collective créée par nous tous, l'assemblée du soir, concentrée sur un même objectif spirituel, etc. Donc, comme c'est une énergie collective, cette énergie collective, peut-être qu'elle est plus favorisée
dans un temple, mais peut-être que le temple favorise le recueillement, peut-être que ça favorise la coupure avec le monde extérieur, oui, mais je trouverais ça dommage, pour pas dire un peu idiot, d'attendre de ressentir de l'égrégore que 2 fois par mois, ou 1 fois par mois pour ceux qui n'ont qu'une tenue, et de ne pouvoir la pratiquer, la ressentir uniquement quand on est dans le temple. Alors, qu'elle soit favorisée dans le temple quand on est tous ensemble, oui, mais on peut être tous ensemble ailleurs, elle peut être favorisée ailleurs. Admettons, tu parlais de la Seconde Guerre mondiale tout à l'heure. Ouais. Bon, j'ai un temple, il est bombardé, j'ai plus de temple, ça veut pas dire que j'ai plus d'égrégore. Ça veut dire que je vais aller égrégorer plus loin, quoi. Ouais. Je vais le faire autrement. Alors, même si le temple le favorise, ça serait quand même dommage de dire, il y a eu des lieux religieux qui ont été détruits. Les gens n'ont pas arrêté d'être croyants, d'avoir la foi, en fait. Parce que l'égrégore, c'est un petit peu notre foi laïque, quelque part. Ouais. Est-ce que tu as lu le roman qui s'appelle Le Moine et le Vénérable ? Non, je l'ai pas lu. C'est un roman de Christian Jacques qui est très intéressant dans le sujet d'aujourd'hui parce qu'il raconte l'histoire de 2 personnes. L'un est vénérable d'une loge maçonnique et l'autre est un moine bénédictin. Alors ils sont pas nécessairement faits pour s'entendre. Tu sais, on a Bixby, un des auditeurs qui nous dit qu'il est en train de le lire en ce moment. Et donc ces 2 personnes se retrouvent déportées dans un camp pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils se lient plus ou moins d'amitié et de respect parce que le vénérable souhaite organiser des tenues maçonniques avec les quelques frères qu'il peut retrouver dans le camp. Et le moine bénédictin va le soutenir et va l'aider dans sa démarche. Et je crois que c'est tiré d'une histoire vraie d'ailleurs. Et un des grands moments dans le livre, alors attention Bixby, si t'écoutes et que t'en es pas encore là, ne te fais pas spoiler, mais il y a toute une recherche d'une craie. Notre vénérable part à la recherche d'une craie pour pouvoir tracer les symboles maçonniques pour créer le temple éphémère. Et pour lui, c'est très important parce que s'il n'y a pas ces s'il n'y a pas ces symboles tracés, même si c'est simplement par terre ou dans une baraque, il peut pas y avoir de tenue parce qu'il manque la notion de temple. Et à l'issue du roman, le moine bénédictin avait fait la promesse que s'ils arrivaient à s'en tirer, il l'aiderait à lui construire un temple maçonnique. Alors évidemment, il y a tout le côté comment est-ce qu'on peut s'entendre quand l'un est vénérable d'une loge maçonnique et que l'autre est un moine bénédictin. Et évidemment, c'est pour dépasser les clivages. C'est ça aussi le propos du roman. Et à l'issue du roman, le moine bénédictin va aider à construire. Il va construire un temple maçonnique pour son ami. Le vénérable maître de la loge. Et ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est que on dit que oui, le temple peut être éphémère, il peut être fabriqué de toutes pièces, ça peut être que quelques dessins, mais par contre, il ne peut y avoir de tenue maçonnique sans temple. C'est-à-dire qu'il faut quand même un minimum de représentation du temple pour pouvoir, de façon rituelique, vivre une tenue maçonnique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire une réunion maçonnique, une tenue, en absence totale de temple et de symboles. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, je comprends l'idée. Moi, j'écoutais dernièrement une conférence sur... alors, en ce moment, je crois que chez les Juifs, c'est la partie où ils parlent du Emetz, des miettes. Alors, je sais plus le nom de cette fête. Je sais pas si c'est pas Pessah chez eux. Ouais. Et j'entendais donc dans une conférence les gens qui expliquaient comment les Juifs continuaient à faire leurs rituels quand ils étaient dans les camps de concentration. Ouais. Et ils y arrivaient. Ils arrivaient à faire leur rituel. Ils ont réussi à fabriquer ce qu'ils avaient besoin avec les bricoles qu'ils trouvaient par terre. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu macabre, mais ils arrivaient à quand même faire leur rituel, sachant qu'ils étaient dans un lieu de mort, qu'ils allaient rapidement passer aussi à la moulinette dans un four ou je sais pas quoi là. Ouais. Et ils le faisaient quand même. Alors même quand il y avait pas d'espoir, même quand le lieu ne s'y prêtait pas, ce qui les a aidés, j'imagine, pour certains, c'est de rester connectés au minimum à leur rituel. Et ça pose la question du temple physique et du temple intérieur.
Car j'imagine ils avaient plus leur lieu de culte, ni leurs objets, ni leurs ornements quand ils sont allés là-bas. Mais leur temple intérieur, ils l'ont trimballé avec eux. Alors, je crois que le fait d'aller dans le temple, c'est une manière de voir nos symboles et peut-être de nous aider à les projeter à l'intérieur de nous pour se les approprier vraiment et pour qu'ils nous accompagnent. Parce que même si le temple est détruit, si on l'a en nous, on peut le reconstruire. Ça fait penser à ce film je sais plus comment il s'appelle, ce film avec Denzel Washington où il est aveugle et puis qu'il va dans le désert. Il a appris la Bible par cœur parce que tous les livres ont été brûlés. C'est un film d'apocalypse. Et puis, en fait, la Bible, il la connaît par cœur. Puis à un moment donné, il la récite pour qu'elle soit réécrite. Donc il la porte. Il l'emmène. Alors, je dis pas que je vais apprendre tous notre rituel par cœur. Peut-être qu'il faudrait, Cédric. Peut-être qu'il faudrait. Oui, c'est ça. Je suis pas volontaire là. Donc, oui. Mais c'est ça, ça pose la question du temple intérieur que l'on construit en parallèle dans notre temple physique. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, tout à fait. Je pense que les deux vont de pair. Mais j'aime l'idée d'avoir besoin pour. Alors, je pense que le temple intérieur est quelque chose que tu construis pas forcément que pendant le temps de la tenue. Hein. On s'entend que c'est un travail, constant. Hein. Donc, on travaille sur soi quand on est en maçonnerie, mais on travaille pas uniquement pendant le temps de la tenue. Hein. Donc, on travaille en permanence. Donc, je pense que la construction de ton temple intérieur, qui est le travail que tout maçon doit entreprendre sur soi-même pour essayer de devenir la meilleure version de soi-même, comme on dit, est quelque chose qui effectivement est en nous. Donc on peut travailler et on peut se rappeler pourquoi et comment et nos méthodes qui sont parfois issues effectivement de symboles maçonniques et de concepts dont on discute en loge. Ça, d'accord. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui peut pas nous être pris. Hein, on l'a en nous, on l'emmène partout avec nous. Par contre, je pense que c'est intéressant de se dire que le rituel est tel qu'il ne peut être exécuté qu'à certaines conditions. Et j'aime bien cette notion. J'aime bien la notion, par exemple, de dire, et ça peut être très simple, hein, moi je peux très bien dire demain, je ne pourrais dire cette phrase que quand je serai dans un cercle tracé à la craie. Et je trace un cercle à la craie par terre, je me mets les 2 pieds dedans et je dis cette phrase. Et je fais le serment que je ne dirai cette phrase que lorsque je serai à l'intérieur d'un cercle à la craie. Et je m'empêche moi-même de prononcer ces mots si je suis pas dans un cercle tracé à la craie. Ça, c'est un engagement que je prends et que dans lequel je mets tellement de sacralité que je ne vais pas le dépasser. Je vais vraiment respecter ce serment. Pour moi, c'est un petit peu la même chose, cette idée qu'on a dans le moine vénérable là, que on ne peut faire une tenue maçonnique que si on a quand même un minimum de représentation d'un temple pour accueillir la tenue maçonnique. Et j'aime bien cette idée. Je trouve que c'est intéressant de se dire que, ok, la partie construction, temple intérieur, etc., on l'a en nous, ça voyage avec nous, on peut pas nous l'enlever, mais j'aime beaucoup l'idée de ne pas pouvoir prétendre faire une tenue maçonnique si on n'a pas un minimum de représentation de ce temple de façon physique. Même si c'est juste quelques dessins, quelques traits tracés à la craie par terre. J'aime bien ça. Je trouve que c'est beau, c'est poétique. Oui. Il faut le minimum de code. Ouais, je trouve que ça me parle. Donc, pas besoin d'avoir un temple énorme, mais le besoin d'avoir quand même un minimum me parle beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant comme concept. Ça me plaît, quoi. C'est ce que je dirais. Ouais. Écoute, je trouve que ça fait une belle conclusion. Il faut un minimum de temple. Il faut un minimum de temple. Prends le temple. Il faut un minimum de temple. C'est ça. Non, il faut un minimum de temple pour rentrer dans un temple et faire une tenue. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Bon, écoute, c'était intéressant. Merci de cette conversation, Cédric. J'aime beaucoup parler de temple. C'est quelque chose qui m'évoque pas mal de choses. Donc, voilà. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci à Kobayashi, à Pixie qui étaient là, qui ont participé dans le chat. Et puis, merci à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, écoutez, comme je le disais au début, allez mettre des commentaires, allez mettre des étoiles, allez mettre des pouces, allez mettre tout ce que vous voulez. Et puis, parlez-en autour de vous, mais pas trop. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup, Cédric. Passe une bonne semaine. Et puis, on se revoit Merci, bientôt. Ludo. Toi aussi. Allez, bye. Ciao tout le monde. On se revoit bientôt. Bye bye. Bye bye.